Sud FM. Il est 18h. Bonsoir, 18h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales. Tout de suite, les titres de Sud Soir. Sit-in des tailleurs de la région de Thiès. Ils réclament le paiement de leur reliquat de 60 millions de francs CFA relatif au masque de la Covid-19. Ils menacent de paralyser les activités de l'édile de la capitale du rail si leur doléance n'est pas satisfaite. Les mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire des populations ont pour la plupart du temps abouti à des violations des droits humains. Amnesty International et la Fondation Konrad Adenauer ont initié un colloque international aujourd'hui consacré aux impacts de la Covid-19 sur la démocratie. Nous allons consacrer une large fenêtre dans ce 18h à l'émigration clandestine dont les candidats sont pour la plupart issus des régions de Mbour et de Saint-Louis, jeunes souvent désœuvrés. L'agriculture pourrait être un rempart pour stopper net ce phénomène, selon le directeur du bureau prospective économique Moubarak Lo. Toutefois, des investissements sont nécessaires. Réaction à suivre dans ce 18h qui aura pour invité le secrétaire général du RPG au Sénégal, en Mauritanie et au Cap-Vert. Frahira Condé va nous livrer sa lecture de la situation actuelle en Guinée. Info Éco complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud Soir. Bonsoir et bienvenue à sit-in des travailleurs de la région de Thiès. Ce matin, c'était devant les grilles de l'hôtel de ville. Ils exigent au maire Talla Sylla le paiement de leur reliquat de masque de la Covid-19 estimé à 60 millions de nos francs. Des tailleurs qui n'écartent pas d'empêcher la tenue de l'audience publique du maire prévue le 7 novembre prochain. Une marche pacifique est également prévue. Nous écoutons le secrétaire général du regroupement des tailleurs de Thiès, Mamoudou Seck, au micro de Babacar Ndao. Donc nous avons organisé cette sitting ce matin devant les grilles de la mairie de ville de Thiès, en l'occurrence M. Talla Sylla, parce que après de nous avoir donné des rendez-vous qui n'a pas été respecté, il nous a donné une avance au biais de la présidente du chambre de commerce et chambre de métiers, président Amadou Makhtar Seye, une avance de 40 millions. Nous avons refusé cela, mais nos dirigeants ont pris l'engagement de recevoir cette somme d'argent pour le mettre en côté en attendant d'attendre le vendredi prochain, le vendredi passé, pour qu'il solde les 60 millions. Vu la situation du vendredi, le maire n'a pas respecté son parole, je peux dire. Donc c'est pour cela que nous avons fait une réunion d'urgence au siège de prendre une mesure de faire une sitting ce matin devant les grilles pour réclamer que le maire Talla Sylla nous paye ce qu'il nous doit. Alors que les 60 millions restants, il devait nous verser pour qu'on distribue aux tailleurs de Thiès. Le maire n'est pas venu pour nous parler. Donc nous ne savons pas s'il est là ou pas. Le message que nous voulons lancer, c'est d'aller à la mairie-ville. C'est là où nous avons remettre les 250 000 masques au maire Talla Sylla. Donc nous avons allé là-bas ce matin pour faire pareil, de réclamer que le maire nous donne nos 60 millions. Donc le message a été passé. Donc tous les tailleurs ont été là. Il y a des tailleurs qui ont pris le départ de Djahaou partout dans les quartiers au marché. La police nous a interdit d'accéder, de venir à la mairie pour manifester. Mais le message a été bien passé. Donc nous pensons aussi à l'acte suivant. L'acte suivant, c'est-à-dire l'État a organisé un forum le 7. Une audience publique le 7. Pour élaborer ou faire le bilan des 6 mois passés. Donc nous lançons un message au maire Talla Sylla. Nous serons là-bas pour contrer cette audience-là, pour dire à la population à Talla Sylla qu'il nous paye nos 60 millions avant de faire qui que ce soit. On prépare une marche pacifique, légale aussi. Nous allons introduire une demande aussi aujourd'hui même à la préfecture de Thiès pour que nous allons faire une marche pacifique à tous les tailleurs. Aussi les commerçants nous ont rejoints pour être dans ce combat.
C'était Mamoudou Seck, le secrétaire général du regroupement des tailleurs de Thiès, en colère pour n'avoir pas perçu le reliquat lié au masque de la Covid-19. Nous parlons toujours de la Covid-19 avec Amnesty International et la Fondation Konrad Adenauer qui réfléchissent ensemble sur les impacts de la Covid-19 sur les droits humains et la démocratie en Afrique de l'Ouest. Une crise sanitaire qui, pour lutter contre certains États ouest-africains, ont abusé de ces droits humains. C'est à travers les mesures de lutte proposées, le Sénégal n'a pas fait exception. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, il était du ressort de chaque État de prendre ses propres mesures pour protéger sa population. Une batterie de mesures que nous rappelle Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Vous avez des lois d'habilitation qui ont été votées, qui donnent le plein pouvoir aux assemblées, à l'exécutif. Il y a eu également l'état d'urgence avec évidemment le couvre-feu. Mais dans certains cas, ces mesures ont laissé place à une violation des droits humains, défend le droit de l'homiste. Et le Sénégal n'a pas fait exception. Ce que nous avons constaté pendant le couvre-feu, c'est que dans la mise en œuvre de ce couvre-feu, les forces de sécurité sont livrées à beaucoup d'exactions. Ce n'est pas seulement au Sénégal, à beaucoup d'exactions. Des personnes ont été poursuivies jusque dans leur domicile, arrêtées, parfois jugées lors de procès qui, de notre point de vue, étaient totalement injustifiés. Pour parer à toute éventualité et éviter de revivre ces mêmes scénarios, la Fondation Konrad Adenauer et Amnesty International se proposent de réfléchir sur la question et de proposer des recommandations. Margot Wipf est chargée de programme à la dite fondation. Tout ça dans un objectif assez important, même très important, qui est non seulement de pouvoir émettre des stratégies de prévention, mais aussi des stratégies d'action pour limiter, voire empêcher l'impact négatif de ces mesures d'exception. Universitaires, avocats et sociétés civiles de toute la région ouest-africaine se retrouvent ainsi durant 2 jours à Dakar pour évaluer ces ingérences et incohérences dans le domaine de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion ou encore des lieux de privation de liberté. Le but étant de promouvoir le respect des droits humains et de la démocratie. Adi Fatou Barry, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a signalé aujourd'hui 14 nouvelles contaminations liées à la Covid-19, dont les 5 sont des cas importés. 926 patients sont actuellement sous traitement, d'après Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. Il est le directeur de la prévention. Sur 576 tests réalisés, 14 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,43%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 2 cas contacts suivis par nos services, 5 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 7 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Fann Résidence 2, Dakar Plateau 1, Liberté 6 1, Pikine 1, Pout 1 et Thiès 1. 62 patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce dimanche 25 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 565 cas ont été déclarés positifs, dont 14 316 guéris, 322 décédés et donc 926 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Docteur Elhadji Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Justement, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, était à Medina Baye pour passer en revue le dispositif mis en place. Il a également remis au Khalif un important lot de matériel pour faire face à la Covid-19 à Ouathiaou. Et vous l'avez entendu dans nos précédentes éditions, le Khalif général des Mourides a transmis par son amitié et sa solidarité aux foyers religieux de la région de Thiès à travers son émissaire Bara Abdoul Lahad Mbacké
Thiès, Babacar Ndaw. À quelques jours du Gamou 2020, Touba renouvelle sa solidarité à la Oumma islamique sénégalaise. Ce dimanche, l'émissaire du Khalife général des Mourides s'est successivement rendu dans les foyers religieux de Thiénaba, chez Chérif Abdoul Aziz Aïdara de Diamaguène Thiès, chez la famille Ndiéguénène, avant de boucler par Ndiassane. Partout où il est passé, Cheikh Bara Abdoulahad Mbacké a transmis le message d'amitié et de solidarité qui lie la ville sainte de Touba aux autres foyers religieux du Sénégal. Une tradition menée depuis maintenant une décennie par l'émissaire très connu des autres familles religieuses. Selon Cheikh Bara Abdoulahad, le khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a innové dans le renforcement des liens entre toutes les communautés, et celles musulmanes en particulier. Chacune des familles visitées a reçu l'appui de Touba pour la bonne réussite de la célébration de la naissance du sceau des prophètes. Paix et salut sur lui. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. Et nous parlons de l'émigration clandestine. Mbour devient la plaque tournante de cette émigration. Ce phénomène fait des ravages dans la localité. Beaucoup de pêcheurs prennent la mer à la quête de l'Eldorado ou à la quête de l'aventure. Notre correspondant à Mbour a rencontré un des rescapés de la pirogue qui a explosé en pleine mer. Il raconte sa mésaventure dans ce reportage signé Moustapha Sall. Parce que ni nga gisee ni lu yàlla dogal rek ndax tey ji demuñ fa pour ngir font demuñ fa ngir caaxaan dañoo bëgg ngir teral suñu waajur. Ce jeune homme est un miraculé. Il fait partie des candidats à l'immigration clandestine extirpés de la pirogue qui a pris feu en haute mer. Il raconte sa mésaventure. ñun dañoo fekk ñuy nelaw si ay nelaw lañ fekk ñu yeeñ commencement situation bi ba fi muy jeex sax ni gisee ni xamuñ. Nous étions en train de dormir et on nous a réveillés. Et prise de panique, comme je sais nager, je plonge en mer avec d'autres au nombre de 7 jusqu'à voir des La fatigue se lit sur son visage. La trentaine Mara était avec ses 2 frères dans la même barque, trouvé chez lui au quartier Golfe, dans une maison qui s'ouvre sur la plage à quelques pas des vagues. La concession est totalement délabrée à cause de l'érosion côtière. À la recherche d'un logement décent, il prend des risques. Nous avons pris la mer pour soutenir nos parents. Vous avez vu notre maison. On souhaite avoir un logement décent quand même. Nous ne voulons rien d'autre que soutenir nos familles. Il est pêcheur et son métier ne le nourrit plus. Il n'y a plus rien en mer. Le poisson se fait rare à cause de nombreux bateaux qui pêchent dans nos eaux. Maintenant, c'est très difficile de pêcher donc au Sénégal. Plusieurs autres jeunes de sa génération sont prêts à braver la mer pour chercher une vie meilleure. Moustapha Sall Mbour pour la radio Sud FM. Merci à Moustapha Sall. Nous quittons Mbour où vous nous suivez sur la 106.9 pour nous rendre à Saint-Louis où vous nous écoutez sur la 93.2 et c'est pour toujours parler de l'émigration clandestine. Yves Tendeng a tendu son micro aux étudiants qui donnent leur avis sur ce phénomène. Les nombreuses difficultés de la vie et le manque d'emploi, entre autres, constituent les raisons qui poussent aujourd'hui les jeunes à vouloir quitter leur pays pour l'Eldorado. Ceci dans le seul but de trouver des lendemains meilleurs. Aboubakar Diaw est un étudiant qui habite le quartier de Pikine. Au Sénégal, je pense que c'est pas la peine parce que l'État ne nous a rien dit, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont terminé leurs études, ils ont leur diplôme, mais ils ont cherché d'emploi, ils ont déposé dans les sites comme les pages jaunes ou bien dans les sites des examens et concours, mais ils n'ont pas trouvé de boulot quoi. C'est pour cela qu'ils veulent sacrifier leur vie pour aller chercher ailleurs quoi, pour pouvoir avoir quelque chose. L'étudiant en licence 3 en transport logistique dans une école basée à Dakar se dit déterminé à tenter un jour ce voyage vers l'Europe. Oui, cela nous tente parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller en Europe pour pouvoir réussir quoi. Parce qu'il y a quelques étudiants comme moi et quelques amis qui sont partis, ils nous ont convaincus pour qu'on puisse venir là-bas. Parce que l'Espagne, il y a beaucoup de jeunes. On nous a dit même qu'en Europe,
il y a des terres à cultiver là-bas, quoi. On te paye 10 € par heure, c'est ça, quoi. Ils ont convaincu. Mais cette nouvelle bachelière, sur le point de franchir le seuil de l'université, n'est pas de son avis. Selon elle, les jeunes devraient pouvoir réussir dans leur pays. Pour la question de l'immigration clandestine, je pense que c'est un suicide. Parce que les jeunes qui se lancent à l'aventure, nous pouvons voir qu'ils arrivent à rassembler des sommes allant de 300, 400 000, juste pour voyager par la voie de la mer. Donc, je pense qu'ils pourront développer leur petit commerce par-ci, par-là, avec cette somme, au lieu de se lancer à l'aventure à leur risque et péril. Une manière pour elle de dire à ses camarades jeunes de rester dans leur pays et d'y investir. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, le manque d'emploi, motif souvent invoqué par les jeunes pour justifier le phénomène de l'émigration irrégulière. Cette thèse est écartée par le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Dame Diop s'en explique au micro de Moustapha Sall. Ce qui est important, c'est ce que nous avons fait pour donner à ces jeunes un mieux-être. Mais comme je dis, nous avons fait beaucoup de choses dans la qualification des jeunes. Parce que nous n'avons pas un problème d'emploi, je le confirme au Sénégal. Nous avons un problème d'employabilité. Et pour régler la question de l'employabilité et pour dire, comme les Wolofs disent, qu'ils n'ont pas de métier, nous avons formé énormément de jeunes. Nous avons un dispositif d'accompagnement non financier, un dispositif d'accompagnement financier. C'est ça qui doit permettre aux jeunes de rester dans leur pays et d'entreprendre. Nous avons tous un rôle à jouer. Les familles d'abord, les journalistes que vous êtes, la communauté, l'État bien évidemment, pour que les jeunes comprennent que risquer sa vie pour un Eldorado qui n'est de nom que d'Eldorado, c'est des choses à ne pas faire. Donc ce travail de conscientisation, de communication, de sensibilisation pour les jeunes, pour qu'ils comprennent qu'il est possible de rester ici, parce que l'État a mis en place les cadres, de rester ici, de gagner sa vie honnêtement, et comme on dit, de techifier au Sénégal, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Donc c'est plus un travail de conscientisation, d'information, de communication, pour que les jeunes acceptent de rester, et que les familles comprennent que techie, comme on dit, ce n'est pas seulement être derrière un bureau. Vous pouvez être plombier, vous pouvez être boucher, vous pouvez être mécanicien, vous pouvez être peintre. C'est des métiers qui existent aujourd'hui et pour lesquels nous avons des offres de formation pour permettre aux jeunes d'entrer dans ces métiers et d'entreprendre ici. C'était le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, Dame Diop. Après les réactions face à ce phénomène de l'émigration clandestine, passe aux solutions. Le directeur du bureau prospective économique insiste sur l'agriculture pour créer de l'emploi et des richesses, mais cela nécessite des investissements pour dépasser l'agriculture pluviale peu rentable, selon Moubarak Lo, qui s'en explique au micro de Adja Issagna. Il y a déjà un phénomène de saisonnalité qu'il faut étudier parce que, bizarrement, ça intervient à la fin de l'hivernage. Donc, c'est comme si ceux qui partent étaient occupés dans les champs et que quand les travaux champêtres ont fini, donc il y a eu une résurgence du phénomène d'émigration clandestine. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, au niveau rural, déjà, rien qu'avec l'agriculture, il est possible de retenir les jeunes, mais ce n'est pas, disons, l'agriculture pluviale avec des rendements très faibles de 800 kilos à l'hectare qui peuvent retenir les jeunes ici. Il faudrait qu'on puisse trouver des possibilités de faire, disons, de l'agriculture hors saison, donc de l'agriculture irriguée, et c'est possible même avec des investissements très élevés au niveau des villages de pouvoir faire des périmètres irrigués qui permettraient de donner des ressources substantielles à ces jeunes-là. Parce que aujourd'hui, vous faites 1 hectare, par exemple, de melon, ça peut vous rapporter 30 tonnes. Et 30 tonnes de melon, si vous le vendez à 400 francs, ça vous fait 12 millions. Ça veut dire que si vous aviez 3 ou 4 jeunes qui travaillent sur 1 hectare de melon, ils peuvent sortir 12 millions. Donc, s'ils se le partagent, chacun aura 3 à 4 millions et c'est une affaire de 4 mois. Et donc, aujourd'hui, la vraie bataille, c'est comment faire ces infrastructures hydrauliques, mais également ces aménagements à petite échelle au niveau rural pour pouvoir occuper les jeunes. Parce qu'un jeune, ce qu'il veut, c'est nourrir sa famille, c'est appuyer ses parents, c'est avoir un avenir, bâtir une maison. S'il est possible de leur démontrer qu'en restant ici, ils peuvent avoir ces ressources-là, je suis persuadé qu'aucun jeune ne va vouloir partir avec les risques que vous savez, traverser la mer, aller à l'étranger vivre dans des conditions difficiles.
Et donc, c'est ce travail qu'il faut faire. Maintenant, il ne faut pas que ce soit simplement des discours. Il faut que ce soit des actes et ensuite qu'on communique mieux peut-être avec les jeunes et qu'on soit très proche d'eux. Sud International. Le financier entre guillemets présumé du génocide au Rwanda, Félicien Kabuga, qui se trouvait en détention en France, a été transféré aujourd'hui à la division de la haie du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux qui l'accusent notamment de génocide. Les musulmans de France ne sont pas persécutés selon le président du Conseil français du culte musulman. Le principal interlocuteur des pouvoirs publics français sur l'islam, Mohamed Massaoui, a estimé aujourd'hui que les musulmans n'étaient pas persécutés en France, tandis que manifestations et appels au boycott se multiplient au Moyen-Orient après des propos d'Emmanuel Macron, le président français, sur les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé ce jour ses compatriotes à boycotter les produits français, tandis que Paris a encouragé le soutien diplomatique de l'Allemagne et des Pays-Bas dans la guerre des mots qui l'oppose depuis ce week-end à Ankara. La tension continue donc de monter entre la France et la Turquie après l'appel d'Ankara aujourd'hui à boycotter les produits français suite aux mesures mises en place en France pour lutter contre l'islamisme. Nous terminons toujours et nous restons en France d'ailleurs, où le président Emmanuel Macron va réunir demain mardi un conseil de défense consacré à la Covid-19 avant que son premier ministre Jean Castex ne reçoive en fin de journée les forces politiques puis les partenaires sociaux à Matignon. C'est ce qu'a annoncé la présidence. Le chef de l'État va de nouveau convoquer mercredi matin un conseil de défense consacré à l'épidémie, a précisé de même source alors que la seconde vague de Covid-19 flambe en France. Vous l'avez compris, nous allons parler de sport que nous démarrons avec la première ligue anglaise qui boucle sa journée ce lundi, qui a d'ailleurs bouclé. Brighton a pris le meilleur sur West Bromwich par 1-0. Après l'Angleterre, place à l'Italie avec le Calcio Milan AC contre AS Rome. Ce sera à 19h15 pour boucler la 5e journée. Toujours la 5e journée, cette fois-ci en Allemagne avec la Bundesliga. Bayern Leverkusen sera face à Augsbourg. Ce sera à 19h30. Nous parlons toujours de football et nous revenons au Sénégal avec la préparation de la Coupe CAF. Le Jaraaf de Dakar, un regroupement fermé depuis un mois. À défaut d'avoir des matchs de championnat, le club de la Médina va jouer des matchs amicaux pour bien préparer cette compétition. Donc, selon le secrétaire général du Jaraaf, Léonard Diagne, avec El Hadj Malick Ndiaye. Il faut dire que le Jaraaf est depuis bientôt un mois déjà en regroupement avec l'ensemble des joueurs, parce que vous ne semblez pas ignorer qu'après 7 mois d'inactivité, il fallait qu'on reprenne très tôt les joueurs pour pouvoir vraiment faire d'abord une évaluation individuelle de chaque joueur et maintenant commencer le travail foncier pour entamer cette Coupe de la Confédération africaine. Donc depuis bientôt un mois, nous sommes en regroupement fermé. Et nous allons continuer comme ça parce que c'est pour 6 semaines. Et maintenant, vouloir faire face à la compétition. Alors, est-ce que l'équipe a été renforcée? Oui, il faut tout d'abord dire que nous avons pratiquement maintenu la même ossature que la saison dernière, l'effectif de l'année dernière. Donc, nous n'avons pas eu trop de départ, à part Lamine Diop qui est allé monnayer ses talents dans l'Hexagone. Donc, nous avons maintenu le même groupe. Mais il faut dire que comme nous allons à une compétition africaine, donc c'est une compétition qui va s'ajouter à celles qui sont là au plan local. Donc, il était normal que nous puissions renforcer notre effectif. Effectivement, sur pratiquement chaque ligne, avec l'accompagnement du staff technique, nous avons pu, en tous les cas, renforcer cet effectif. L'idéal aurait été que le championnat se déroule, mais comme vous le savez, cette pandémie a un peu freiné au-delà du sport, l'ensemble de l'économie mondiale. Donc, nous allons essayer simplement de nous y adapter, un peu comme tous les autres pays. Donc, dans la préparation, il est prévu un certain nombre de matchs amicaux qui vont peut-être, ce n'est pas la même chose qu'un match de compétition, mais qui vont nous permettre quand même de pouvoir faire certains réglages. C'est désolant, mais on est obligé de faire face à cette situation.
Mais nous pensons qu'avec le staff technique, le programme qui a été présenté et validé par le directoire du football, que, Inch'Allah, l'équipe sera au top pour entamer ces jours. L'invité du jour. L'invité de ce 18h est Fra Hira Condé. Il est le secrétaire général du RPG Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert. Nous l'écoutons avec El Hadj Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Fra Hira Condé. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Vous êtes le représentant du RPG Arc-en-Ciel, le parti du président Alpha Condé. Alors, Alpha Condé qui a été réélu samedi à l'issue du premier tour, dans un contexte de crise, son adversaire Cellou Dalein Diallo qui rejette les résultats et appelle à manifester. Dans la même lancée également, le FNDC appelle à manifester aujourd'hui ce lundi. Alors, que vous inspire cette situation qui prévaut à Conakry? Actuellement, la situation qui prévaut à Conakry, tu sais que l'Internet est coupé là-bas, on n'arrive pas à avoir tous les données qu'il nous faut, mais quand même avec des coups de téléphone, on parvient à avoir certaines de nos représentants qui sont là-bas. On n'a pas toutes les informations, mais d'après ce que j'ai su, il y a les partisans de Cellou Dalein qui ont décidé de marcher pour aller libérer Cellou Dalein. Les gens venant de Koza, de Amdalaï, de Lac. Bon, on a pris toutes les dispositions nécessaires pour cette marche. Et il y a les forces de l'ordre qui ont quadrillé pas mal de secteurs pour que ces gens-là ne parviennent pas à accéder au domicile de Cellou Dalein Diallo. Une mission préventive est arrivée à Conakry. Elle a même rencontré le président Alpha Condé. Aujourd'hui, elle sera reçue par l'opposition et la société civile. Est-ce que cette mission peut réussir dans ce contexte actuel? Oui, cette mission peut réussir parce que, tu sais, le problème qui prévaut en Guinée actuellement, seuls les fils de Guinée, tous ceux qui sont de la société civile, l'opposition, c'est eux seuls qui peuvent se retrouver sur une table pour régler le problème guinéen. C'est pas la CEDEAO ou bien l'Union européenne ou bien la CEDEAO ou bien, je ne sais pas comment le dire, le qualifier, mais seuls les fils de Guinée qui peuvent s'asseoir sur une seule table, autour d'une table pour régler ce problème. Les forces de l'ordre sont sur place et comme Cellou avait déjà s'autoproclamé président et qu'il n'y en ait rien, ces militants ont été excités par Cellou Dalein, qui les a même demandé s'ils sont prêts à mourir, et tout ça, ça joue. Quand même, c'est Cellou qui peut calmer le jeu. Il est le seul actuellement qui a excité ces militants à aller marcher et à aller casser. C'est pas l'Union européenne ou bien la CEDEAO qui peut régler ce problème. Seuls les fils de Guinée qui peuvent régler ce problème. Alpha Condé doit également jouer sa partition. Le président Alpha Condé a bien dit qu'il ne veut pas que la Guinée sombre. Il tend la main à tout le monde. Il tend la main à l'opposition et aux sociétés civiles qui n'ont qu'à venir s'asseoir et qu'on en discute autour d'une table. Et c'est une main tendue qui a été rejetée par Cellou Dalein. C'est-à-dire qu'il ne veut pas la paix. Ça. Mais est-ce que tout ça n'est pas lié à cette volonté de briguer un troisième mandat alors que légalement il ne pouvait pas le faire? Non, c'est un... Monsieur Ndiaye, oui. Tu vois, le troisième mandat là, c'est un problème qui est derrière nous. Quand le président Alpha Condé a appelé à briguer un troisième mandat, il y a eu un référendum. Et ce référendum a été boycotté par l'opposition. Quand même, il y a certaines qui sont parties. On est parti au référendum. Le président a eu ce qu'il voulait pour briguer un troisième mandat. Le problème de troisième mandat, c'est derrière nous. Comme les jeux sont déjà lancés, on ne parlait que des présidentielles. Si elle a décidé de partir aux élections, ça veut dire qu'il reconnaît maintenant que ce référendum est déjà passé. Le troisième mandat, on ne peut plus reculer en arrière. Le problème de troisième mandat, bien sûr, le président Alpha Condé avait même décrié que le problème de troisième mandat, c'est pas les Occidentaux qui doivent nous imposer ça. C'est le peuple de Guinée qui décide pour le troisième mandat ou bien quoi que ce soit, c'est le peuple de Guinée qui a décidé et le peuple de Guinée a décidé que le président briguait un troisième mandat et on est parti au référendum. Avec ce référendum quand même, on est passé. Si elle ne voulait pas de ce troisième mandat, il ne devait pas se présenter comme candidat. Lui qui n'a pas été au référendum, lui qui a dit à ses militants de brûler leur cap, de casser tout, de ne pas laisser que ce référendum passe. Mais Dieu a fait que ce référendum est passé. On a pu eu la majorité pour que le président brigue ce troisième mandat. Ça, c'est derrière nous. On n'a qu'à parler des élections, ce qui s'est passé dans les élections et ce qui est sorti de ces urnes. On constate qu'au niveau de la CENI, il y a les représentants de l'opposition qui ont démissionné pour dénoncer une mascarade électorale. C'est de bonne guerre. Ça a été planifié par Cellou. Cellou, on le connaît très bien, il a été planifié. La société civile est représentée au niveau de la CENI. Hein? L'opposition est représentée au niveau de la CENI. La mouvance est représentée. Et le vice-président de la CENI, il est de l'IFDG, du parti de Cellou Dalein. On ne peut pas prendre des décisions là-bas sans que lui, il n'est pas d'accord de ça. Et les démissions là, ça a été programmé. Cellou, il savait qu'il allait perdre ses élections. Pour
pour entacher la CENI, il était obligé de dire à quelques 2 ou 3 de ses membres de démissionner. Et les gens qui ont démissionné, là, on les connaît, ils sont de l'opposition. Il y a la violence qui a sévi à Conakry avec son lot de morts. Vous, en tant que représentant du RPG au Sénégal, cela vous inspire quoi, ces tueries, cette violence inouïe en Guinée? D'abord, toutes ces tueries-là, je présente d'abord mes condoléances à toute la famille de tous ceux qui sont endeuillés, les blessés qui sont à l'hôpital, les policiers tués, tout ça. Vraiment, je présente mes condoléances à toutes ces familles endeuillées. Bon, je reviens sur ce point-là. C'est les tueries. À chaque fois, on accuse la police guinéenne. On accuse la police guinéenne. Mais c'est pas ça. Il faut faire des petites enquêtes au niveau de l'axe. Des jeunes qui sont là-bas, drogués, armés. Ces jeunes-là, ces armes-là, on ne sait pas d'où viennent ces armes-là. Et à chaque fois qu'il y ait marche, ce sont ces jeunes-là du camp de Selou qui sortent avec des armes qui tuent. Mais c'est pas la police, parce que le président avait bien dit aux hommes de tenue, les militaires, les policiers, que à chaque fois qu'il y ait marche, il ne faut pas sortir avec des armes, sortir avec les armes conventionnelles, les lacrymogènes et les matraques. Mais à chaque fois qu'il y ait marche, on voit qu'il y a des gens qui sont tués. Et on ne sait pas d'où viennent ces armes. Mais on sait qu'à l'axe où c'est le fief de Ciel ou d'Aleng, les jeunes sont armés. Tout le monde peut en parler. Il sait que les jeunes sont armés. À chaque fois qu'il y ait marche, il faut qu'on tue des jeunes, des enfants de 13, 14, 15 ans. Mais la police ne peut pas tirer sur des enfants de 13 à 14 ans. Ce sont ces jeunes-là, drogués, qui sont dans les camps de Ciel qui tuent. Et puis on veut amputer ça au gouvernement ou bien on veut amputer ça au président Alpha Condé. Ça ne passe pas, ça ne passera pas. C'est la vérité. Frahira Condé, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est moi qui suis secrétaire général de la section RPG Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert. Sud FM chez vous, à tout instant. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Une bonne récolte est attendue cette année dans la région de Tambacounda. Sentiment du directeur régional du développement rural, Sadali, soutient que ces résultats sont obtenus grâce à la bonne préparation de la campagne et la bonne répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. La saison des pluies cette année a été au rendez-vous. Donc rendez-vous avec aussi la préparation de la campagne hivernage 2020-2021 qui s'est très bien déroulée. La mise en place des intrants, que ce soit les engrais et les semences, ont été mis en place dès fin mai et les premières pluies ont été reçues fin juin. Première vague de semis début juillet, deuxième vague de semis mi-juillet et troisième vague de semis fin juillet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le rendez-vous de la pluviométrie qui a été vraiment abondante au niveau de la région de Tambacounda, les 4 départements ont été arrosés, de telle sorte qu'on a eu des pics au niveau de certaines zones, comme Missira où on avait 1037 mm cette année, et au niveau de la commune de Tamba où nous avons enregistré à peu près 1007 mm. Donc sur l'ensemble des 33 postes suivis au niveau de la région, donc les 31 postes sont excédentaires. Il y a à peu près que 2 postes qui sont déficitaires, à savoir dans le département de Goudiri, c'est le poste de Djankemancha et le poste de Boingel Bamba. Néanmoins, actuellement, nous sommes aux périodes de récolte. Donc, les premiers semis sont déjà récoltés, sauf pour l'arachide. Mais ce qui est pour le maïs, le sésame, le fognon, le coton, l'ensemble des premiers semis sont en phase de récolte. Pour ce qui est du deuxième semis, aussi, on est en phase de récolte, en phase de maturité. Pour le troisième semis aussi, on est en phase de maturité. Ce qui augure d'une bonne production au niveau de la région de Tambacounda. Ce qui fait aussi que cette année, nous avons vu une augmentation des emblavures, que ce soit pour le riz, que ce soit pour le maïs, que ce soit pour l'arachide. Donc, de ce fait, nous nous attendons à des récoltes de très bonne facture au niveau de la région de Tambacounda. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan. 18h34 dans nos studios, la même heure à Conakry. C'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Sit-in des tailleurs de la région de Thiès, ils réclament le paiement de leur reliquat de 60 millions de francs CFA relatifs aux masques de la Covid-19. Ils menacent de paralyser les activités de l'édile de la capitale du rail si leur doléance n'est pas satisfaite et envisagent d'organiser une marche. Les mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire des populations ont pour la plupart abouti à des violations des droits humains. Amnesty International et la Fondation Konrad Adenauer ont initié un
un colloque international consacré aux impacts de la Covid-19 sur la démocratie en Afrique. Nous avons consacré une large fenêtre à l'immigration clandestine dont les candidats sont pour la plupart issus des régions de Mbour et de Saint-Louis, jeunes souvent désœuvrés. L'agriculture pourrait être un rempart pour stopper net ce phénomène, selon le directeur du bureau prospective économique Moubarak Lo. Toutefois, des investissements sont nécessaires. L'invité de ce 18h était le secrétaire général du RPG au Sénégal, en Mauritanie et au Cap-Vert, Frahira Condé, nous a livré sa lecture de la situation en Guinée. Info Éco a complété à l'instant cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci à lui. Merci également à vous, auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, vous avez droit à la rediffusion de Sud Nutrition. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour à tous, docteur Bintou Chersek, bonjour. Bonjour Rosalie. Notre chronique numéro 191, comment s'alimenter en période de forte chaleur. Doit-on adopter une alimentation particulière en période de grande chaleur comme en ce moment? D'abord, on conseille toujours une alimentation équilibrée, bien sûr, mais en ces temps qui courent où les températures avoisinent entre 30 et 45 degrés partout dans le pays, il faut adopter certaines pratiques spécifiques afin de ne pas souffrir de la chaleur du point de vue non seulement métabolique, mais aussi du point de vue de la forme. Et quelles sont ces pratiques spécifiques à la chaleur? Alors j'ai 10 conseils à donner. Le premier, c'est qu'il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour, plus encore si on est exposé au soleil et qu'on transpire beaucoup, parce qu'on perd beaucoup d'eau, bien sûr, en période de chaleur. Il faut éviter que l'eau soit trop glacée ou trop chaude, donc elle doit être entre 12 et 14 degrés. Elle doit être plutôt plate que gazeuse. Et on n'attend pas d'avoir soif pour boire. Ça, c'est valable tout le temps, mais surtout en période de chaleur. Et pour ressentir plus de fraîcheur, on peut ajouter des feuilles de menthe à l'eau. Deuxième conseil, c'est que même si c'est très tentant de boire des boissons sucrées, il faut les éviter parce qu'elles donnent encore plus soif. Et en plus, l'excès de sucre engendre des dépenses métaboliques ou des dépenses énergétiques importantes et donc ça engendre de la fatigue. Troisième conseil, c'est qu'il faut éviter une consommation excessive de glace. Là aussi, c'est tentant de penser tout de suite à manger de la glace quand il fait chaud. Et là, c'est parce